La célèbre planche Ouija est probablement l'un des dispositifs de communication spirituelle le plus connu auprès des amateurs de spiritisme, mais aussi le plus controversé. Bienvenue à Paranormalité. Vendue dans des boutiques d'ésotérisme et dans des magasins à grande surface, cette planche a éveillé depuis longtemps la curiosité des amateurs de sensations fortes et les sceptiques. Mais il arrive parfois que des séances tournent mal, qu'elles aient des conséquences néfastes auprès des personnes qui ont participé aux séances, surtout si celles-ci sont mal préparées et mal dirigées. Avec Annick Laprate, conférencière et auteure du livre à succès « Une autre âme dans ma fille », nous parlerons de l'utilisation de la planche Ouija chez les enfants. Et avec Michel, propriétaire de la boutique ésotérique Le Trèfle Enchanté à Longueuil, nous discuterons de l'histoire de cette planche et des règles à suivre. Mais bien sûr, nous assisterons aussi à une séance de Ouija afin de vous informer quoi faire et ne pas faire lors d'une séance. Bonjour Michel. Bonjour Ariane. Michel, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout le mystère qui entoure la planche Ouija? Donc, si on regarde la planche Ouija, bien sûr, on regarde il y a très longtemps. Donc, vraiment, les premières formes de spiritualité à travers des objets en tant que tels comme ça ont été utilisées par les Chinois. Donc, les Chinois, 1100 avant Jésus-Christ, ont commencé. Et la technique s'appelait la technique Fuji. Donc, cette technique-là, spécifiquement, c'était une technique de canalisation et qu'on appelle aujourd'hui communément l'écriture automatique. Donc, ce qu'on va retrouver à ce moment-là, c'est vraiment la canalisation d'êtres spirituels qui passaient à travers la personne. Et la personne, à ce moment-là, se mettait en transe et directement écrivait. Que ce soit des symboles, que ce soit des écritures, que ce soit à ce moment-là des phrasés qui venaient de l'au-delà directement. Si on regarde plus maintenant de la façon moderne, donc au niveau du Ouija en tant que tel, on va retrouver les premières formes de planches qui ont été conçues, mais pas commercialisées encore. Donc, les premières formes de planches, on va les retrouver en 1890. Donc, M. Elijah Bond, qui a été un des premiers à concevoir à ce moment-là des planches de Ouija. Et il ne les a pas commercialisées. C'est un de ses employés qui travaillait pour M. Bond, qui s'appelle William Fuld, et qui a commencé à les commercialiser, et ce, en 1901. Donc, en 1901, les premières planches de Ouija ont commencé à faire l'apparition sur le marché. Et à partir de là, bien sûr, les gens ont commencé à vouloir démystifier un peu le mystère de tout ça et vraiment à faire des séances. Donc, à partir de ce moment-là, la planche de Ouija a commencé à prendre son ampleur dans le domaine spirituel. Directement, je pense qu'à quelque part, il faut pas voir ça comme un jeu. Même si on va retrouver la plupart de ces planches-là qui sont en vente librement dans la plupart des endroits, je crois qu'en partant, ce n'est pas un jeu. Je pense qu'à quelque part, il faut prendre ça sérieusement, un peu comme n'importe quoi. Si on fait du tarot, si on fait de la magie ou quoi que ce soit, il faut prendre ça sérieusement. Ce n'est pas un jeu. Et à quelque part, il faut prendre toujours les précautions. Donc, si vraiment ça vous fait peur au départ, c'est sûr et certain que je vous le déconseille là, à 100%. Je crois que oui. Je pense que la plupart, il y a beaucoup de jeunes. Donc, quand on parle de jeunes, c'est vraiment des jeunes âgés entre 12, 13, 14 ans qui sont vraiment intéressés à se procurer un Ouija, commencer à communiquer avec les esprits. Et je vous dirais que d'un certain sens, c'est là que c'est l'âge qui sont les plus dangereux, donc les jeunes âges. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Les enfants, les adolescents, peu importe, sont beaucoup plus, comme on pourrait dire, ils vont se faire influencer facilement. Donc, leur niveau, je vous dirais, de protection est beaucoup plus, sont beaucoup plus vulnérables, si vous voulez, d'une certaine façon, à ces formes d'attaque-là. Et bien sûr, sont beaucoup plus influençables. Donc, c'est toutes des choses que je déconseille complètement à ceux qui sont âgés en bas de 18 ans à faire. Bien sûr, on parle du cas par cas. Il y a des jeunes qui sont très, très bien, je vous dirais, enracinés. On appelle ça des vieilles âmes qui, effectivement, vont à ce moment-là être capables de pouvoir, je vous dirais, faire une session de Ouija, et ce, en toute discipline aussi. Donc, avoir une certaine forme de discipline à l'intérieur de ça et de ne pas voir le Ouija comme un jeu. Hein? Parce que le Ouija, en partant, ce n'est pas un jeu. Il faut prendre ça quand même d'une façon très sérieuse aussi. Donc, c'est bien sûr, je vous dirais, un des plus grands problèmes avec le Ouija, c'est que la plupart du temps, les gens vont utiliser le Ouija dans des états seconds. La deuxième erreur que les gens vont faire, c'est souvent durant une session de Ouija en tant que telle, à la fin, ils vont oublier de dire à l'esprit de partir, donc de dire au revoir et de demander à l'entité ou l'esprit qui ont contacté de
partir des lieux. Et la plupart du temps, ils vont laisser le jeu là et on n'en parle plus. Ce qui arrive dans ces moments-là, c'est qu'on va ouvrir une porte dans le domaine spirituel auquel des esprits ou des entités vont traverser et nous contacter. Et c'est très important de dire à ces esprits-là ou ces entités-là de partir une fois que la session est terminée, qu'ils retournent dans leur pleine d'existence. Sinon, ils vont rester dans le lieu auquel on les a invoqués. Donc, c'est important de faire ces genres de choses-là. C'est crucial et on va utiliser beaucoup notre pressentiment. Donc, ce qu'on va ressentir. Est-ce que durant la session, on se sent bien? Est-ce que durant la session, on a des malaises? Est-ce que durant la session, on a des étourdissements? On est faible? Est-ce qu'on a peur? Donc, ça, c'est toutes des indications que l'être humain a. Je pense que le sixième sens de l'être humain est très aiguisé et l'être humain en tant que tel devrait, si vous voulez, répondre à ces genres de messages qui sont envoyés directement, là. Le Ouija est un grand mystère. Nous ne prétendons pas que nos instructions de fonctionnement sont exactes en tout point, ni que vous obtiendrez des résultats dans tous les cas. Cependant, plusieurs personnes ont affirmé qu'en faisant preuve d'un peu de patience, leur espérance avait été plus que satisfaisante et qu'elles s'étaient bien amusées. Si Ouija refuse de répondre à une question quelconque, ou si vous obtenez une réponse inexacte, n'oubliez pas que Ouija a un petit côté humoristique. Qu'on se le tienne pour dit, la planche Ouija n'a rien d'un jeu, et encore moins d'un jeu de rôle. Faire appel aux esprits de quelque façon que ce soit n'est pas une partie de plaisir. Il peut en découler de très désagréables conséquences si les séances de spiritisme ne sont pas faites dans l'ordre des choses et avec professionnalisme. Ouija est en fait un outil de communication fabriqué pour les séances de spiritisme et ne devrait pas être vu autrement. Mais d'où vient le mot Ouija? De toutes les théories sur l'origine de ce nom, la plus populaire est celle selon laquelle le nom proviendrait simplement de l'appellation oui en français et de ja en allemand, qui veut dire également oui. Cette expression proviendrait de la première question généralement posée par les utilisateurs lors d'une séance de spiritisme afin de savoir si l'esprit est présent. Les opinions sur le Ouija varient d'une personne à l'autre. Cependant, n'importe qui s'étant un tant soit peu intéressé au spiritisme semblera convaincu que les planches spirites fonctionnent bel et bien, et avec raison, puisque la seule limite du Ouija est celle de ses utilisateurs. C'est précisément pourquoi ce jeu peut être aussi dangereux. Entre les mains d'un utilisateur inconscient, il y a toujours un risque pour que le Ouija provoque de mauvaises surprises. Madame Laprade, pouvez-vous nous résumer votre parcours et comment est-ce que vous en êtes venue à écrire votre premier livre à succès, Une autre âme dans ma fille? En fait, j'ai décidé d'écrire Une autre âme dans ma fille pour rendre hommage à Marie-Claude, ma fille qui a vécu un phénomène d'emprise. Marie-Claude, quand elle est arrivée sur Terre, elle a eu un parcours assez difficile, puis jusqu'à l'âge de ses 4 ans, elle voyait des présences, elle voyait des âmes errantes et elle a été affectée par ces âmes-là. Donc, à un moment donné, bon, c'est sûr que nous, on n'avait pas la connaissance par rapport à ça, donc on l'a suivie, on a fait une approche traditionnelle avec elle et elle a été référée par un médecin en psychiatrie. Donc, ils ont soupçonné longtemps un trouble de la personnalité multiple. Mais à un moment donné, bon, on était mis sur les listes d'attente, puis j'ai rencontré quelqu'un qui travaille en énergie et il m'a demandé si j'étais ouverte d'esprit. Donc, comme on était sur les listes d'attente, j'ai pas eu à choisir. Je me suis dit, on va essayer, puis on verra ce que ça donne. Donc, on a rencontré un intervenant énergétique qui nous a expliqué que l'âme de Marie-Claude n'était pas complètement incarnée dans son corps et que dans ses corps énergétiques, il y avait des âmes errantes. Donc, on a procédé à une libération. Puis, après ça, on a travaillé sur son enracinement puis l'incarnation de son âme, puis les crises ont été terminées. Donc, ça a été un parcours difficile, mais en même temps un parcours avec un dénouement absolument extraordinaire. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressée à ce monde-là et que j'ai voulu en connaître davantage et que là, j'ai commencé ma quête. Donc, le livre, en fait, pour rendre hommage à Marie-Claude, pour sa beauté, pour sa lumière qui l'habite maintenant et pour sensibiliser les gens aussi que le phénomène existe. Le phénomène existe peut-être pas comme dans les films d'horreur,
mais ils existent. Donc, c'est important de conscientiser les gens à ce phénomène-là et d'expliquer les choses, parce que quand on a la connaissance, on peut combattre la peur et on peut travailler avec l'énergie. Donc, oui, il y a l'énergie des âmes errantes, mais il y a de belles énergies aussi avec lesquelles on peut travailler pour avoir une vie meilleure. En fait, quand j'ai écrit Une autre âme dans ma fille, ce qui s'est produit, c'est que Une autre âme dans ma fille a été un best-seller très, très rapidement. Plusieurs gens se sont identifiés à cette histoire-là. Donc, à un moment donné, on a reçu 2000 courriels en 24 heures. Donc, les gens se reconnaissent. Les gens m'écrivaient et me disaient, bien, moi aussi, je vis ça. Moi aussi, mon enfant vit ça. Ou bien, j'ai des âmes errantes chez nous. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on doit faire? Les gens avaient besoin d'aide. Les gens avaient besoin d'en parler. C'est un sujet tabou. Et là, ils pouvaient en parler plus ouvertement sans être jugés par moi. Donc, et là, je me suis dit, il faut aider ces gens-là. Et j'ai décidé à ce moment-là de faire le tour du Québec et de rencontrer plusieurs médiums. J'ai travaillé avec des médiums du Québec, de l'Europe, de la France. J'ai travaillé avec des médecins aussi pour démystifier le phénomène. Et j'ai écrit le livre « Se libérer des âmes errantes » qui est un condensé de ces recherches-là pour démystifier le phénomène. En fait, le livre répond à toutes les questions qui m'ont été posées. C'est un outil pour pouvoir aider les gens qui sont confrontés à des phénomènes paranormaux. Le fait de communiquer avec l'au-delà, de communiquer avec des êtres de lumière, des êtres chers décédés, des anges, des archanges, crée une fascination chez l'être humain. Les gens ont besoin de communiquer avec l'au-delà. Donc, le fait de communiquer n'est pas un danger en soi. On peut communiquer. Quand on communique avec des êtres qui sont dans des hautes vibrations, de belles énergies, c'est absolument extraordinaire. Ça a lieu à de beaux échanges. Le danger de la communication, c'est quand on n'est pas préparé, quand on n'est pas enraciné, quand nous-mêmes, on est dans des énergies de basse vibration et qu'on fait une communication sans être protégé, sans faire des rituels de protection. Donc, il faut faire attention chez les adolescents qui sont en quête de sensations. On pense à la Ouija board. Donc, souvent, ce sont des jeunes adolescents qui vont se réunir dans un sol et qui vont faire appel, mais sans protection. Puis, à ce moment-là, quand on fait appel, c'est ouvrir une porte. Donc, si on ne précise pas à qui on veut parler, tout le monde peut entrer. Et c'est là qu'il peut y avoir un danger. On ne sait pas qui se manifeste et souvent, ça peut être des âmes errantes avec des vibrations plus ou moins bonnes. Pour bien se préparer, en fait, c'est qu'il faut avoir la connaissance. Il faut premièrement s'enraciner, être bien enraciné à la terre. Il faut être nous-mêmes dans des bonnes vibrations. Donc, il ne faut pas alimenter la peur. Il ne faut pas alimenter le sensationnalisme, là. Donc, il faut être dans l'amour. Il faut avoir des bonnes ondes, être dans des bonnes dispositions, de belles énergies. Ensuite, on peut demander à avoir un contact, mais on peut préciser. Donc, je veux travailler avec un guide de lumière, je veux entrer en contact avec mon grand-père, on le nomme. Je veux que ce soit une âme de lumière, une âme d'amour. Donc, tant et aussi longtemps qu'on est dans des énergies de bonne vibration, on est certain à ce moment-là d'avoir une bonne connexion. Une fois que la connexion est faite, le message est passé, on peut dire à l'âme de retourner. C'est ça qui est important. Le problème avec la Ouija board, c'est que souvent, on invite les âmes à se présenter. Après ça, oups, on a peur parce qu'il y a des manifestations et on quitte le jeu. Donc, les âmes restent. Donc, ce qui est important, c'est de dire merci pour la communication, vous pouvez retourner. On ferme la porte, on s'enracine à nouveau et on demeure dans des bonnes vibrations. On peut allumer des chandelles, on peut purifier par la sauge, mais c'est surtout dans la préparation et dans l'énergie dans laquelle on est qui va faire qu'on va avoir une bonne communication ou une moins bonne communication. Je concentre et je vais poser la première question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer avec nous? Bien, en partant, il faut comprendre que les gens en partant sont basés sur deux principes. Donc, il y a le principe qu'on appelle d'un bord qui sont les croyances, donc les croyances populaires où les gens, leurs amis, leur grand-mère, leurs proches ont déjà eu des mauvaises expériences par rapport au Ouija. Donc, ça, c'est la première moitié. L'autre moitié, c'est vraiment le facteur hollywoodien où les gens définitivement regardent, que ce soit des films, des émissions, et Hollywood a tendance un peu à mettre ça spectaculaire, vraiment d'une façon très horrifiante pour, à ce moment-là, horrifier le principe de la chose en tant que tel. Donc, ce qu'il faut comprendre, que dans le principe du Ouija, il faut avoir des précautions, donc faire attention un peu dans comme la façon qu'on va l'utiliser. Et bien sûr, il y a des préliminaires à mettre en place aussi par rapport à ça, là.
Donc, au niveau des préliminaires, bien sûr, il faut prendre en considération qu'avant une séance de Ouija, il faut être dans un état. Quand je dis un état, donc bien sûr, on va parler d'un état qui est positif. Donc, s'abstenir, les gens qui voudraient à ce moment-là faire du Ouija dans des états seconds, donc sous l'effet de la boisson, etc., c'est pas conseillé en partant parce que l'effet directement va nous emmener des effets négatifs. Donc, vraiment, faire ça dans un état qui est neutre et bien sûr avoir un esprit positif quand on va le faire, ça va être une des premières étapes à faire. Donc, la deuxième étape, c'est au niveau de ce qu'on appelle la purification des lieux, qui est la fumigation. Et on va à ce moment-là purifier l'atmosphère, on va rééquilibrer le niveau des énergies et on va bénir l'endroit ou sanctifier l'endroit dans lequel on va se retrouver. J'ai emmené avec moi quelques petites résines différentes, un peu pour vous montrer le principe. En premier lieu, on va retrouver la sauge blanche. Donc la sauge blanche qui est la plus populaire de tous, on va retrouver un peu à gauche et à droite et que les gens vont utiliser le plus souvent possible. Donc la sauge blanche est quand même très bien, les gens vont l'utiliser d'une façon assez constante. On retrouve ça plus dans la tradition amérindienne ou chamanique à ce moment-là. Et je vous dirais que la sauge blanche, quand même, est très bonne à utiliser avant la cérémonie. La deuxième résine, donc c'est une résine qui provient d'un arbre. Cette résine-là est millénaire, c'est le Liban. Donc le Liban a toujours été utilisé pour bénir, sanctifier des endroits. Énormément utilisé dans les lieux sacrés, donc aussi bien les temples que les églises, etc. On va retrouver le Liban pour des formes de purification, pour bénir et sanctifier les lieux dans lesquels on se retrouve et pour consacraliser la pièce dans laquelle on va faire le travail énergétique. Donc ça, c'est plus au niveau de la bénédiction et de la sanctification qu'on va utiliser le Liban. La troisième résine, c'est le sang de dragon. Donc le sang de dragon qui est une des plus populaires qu'on va retrouver, mais qui est un peu difficile à trouver. Donc, bien sûr, à la boutique, ici, on en a. Au niveau du sang de dragon, on va retrouver à ce moment-là les propriétés qui sont de purifier, exorciser un endroit, mais aussi, en troisième lieu, on va l'utiliser pour protéger un endroit. Et en dernier lieu, on va retrouver l'eau bénite ou l'eau consacrée, l'eau sanctifiée. Et ça, c'est une autre méthode aussi de purifier son environnement dans lequel on va prendre de petits flacons et on va juste, à ce moment-là, asperger directement le sol dans lequel la pièce, la séance dans la pièce va se faire. Sentez-vous à l'aise de communiquer avec nous? Ouais. Êtes-vous un homme qui a essayé de communiquer avec nous? Oui. Vous n'êtes pas une femme. Je pense que la prière a toujours été la forme, je vous dirais, de protection et de bénédiction la plus puissante qu'on peut retrouver. Et bien sûr, au niveau de la prière en tant que telle, moi, je la conseille à 100%. Donc, qu'on en aille des résines, qu'on n'en aille pas, ça va être important à ce moment-là de faire une prière. Et peu importe le niveau de vos croyances, à ce moment-là, ça peut être faire une prière à un ange, un archange, faire une prière, peu importe, à un dieu ou une déesse. C'est toujours important à ce moment-là d'avoir la foi quand on fait cette prière-là et bien sûr d'avoir une connexion très forte avec l'être qu'on veut à ce moment-là prier et obtenir la protection directement. Le phénomène de la planche Ouija a été utilisé à maintes reprises dans la littérature, au cinéma et à la télévision. Le livre Le Fléau de Stephen King, les films Apparence, Slaughter Night, Activité paranormale et les séries télévisées telles que Charmed et Supernatural n'en sont que quelques exemples. En 1986, le film d'horreur Ouija, dont le titre original est Witchboard, sort sur les écrans de cinéma. Le film raconte l'histoire d'un groupe de jeunes qui essaient de contacter un esprit qu'ils connaissent, mais en fait, ce sera un mauvais esprit qui prendra sa place. En dépit des avertissements du propriétaire de la planche Ouija, une des jeunes filles décide de la réutiliser toute seule. Son aventure tournera au désastre quand l'esprit maléfique prendra possession de son corps, puisque son but ultime est de revenir sur Terre. Un prochain film Ouija sortira aux États-Unis le 12 novembre 2012 et sera présenté par les studios Universal Pictures et produit par Brad Fowler. Selon lui, ce sera un film d'action et d'aventure avec des éléments d'horreur. Paranormalité vous offre des références sur plusieurs thèmes insolites.
Vous rencontrerez des spécialistes dans leur domaine qui vous aideront à vous forger votre propre opinion face à l'inexpliqué. Y croirez-vous? Bien, en fait, quelqu'un qui n'est pas bien préparé et qui a écouté des films d'horreur et qui veut juste vivre un beau trip, puis là, d'invoquer des esprits, souvent, il est dans des énergies de sensations, de l'adrénaline est au maximum. Et là, il va avoir peur. Et là, cette énergie-là, là, on ouvre la porte. Donc, on les appelle « manifestez-vous ». Donc, ils vont se manifester. Mais souvent, quand il y a un phénomène, les gens ont peur. Donc, notre peur attire la peur, attire une énergie de basse vibration. Bien, en fait, c'est qu'une âme qui reste sur Terre avec nous, c'est qu'elle va se manifester parce que le but de l'âme est de retourner à la source. Donc, elle n'est pas contente d'être là. Fait qu'elle va se manifester pour dire « j'ai besoin de coups de main, je veux monter, je veux m'élever ». Donc, elle va être dans la maison et elle peut activer des phénomènes pour montrer qu'elle est là. Oui, donc c'est vraiment de mettre un court terme directement et il ne faut pas se gêner d'être sec. Donc, je pense que la plupart des gens ont tendance à avoir peur. Et ça, c'est normal. Ça fait partie de la nature humaine d'avoir peur de ce qu'on ne connaît pas en réalité. Mais d'être sec, d'être déterminé, plus on est sec, plus on est déterminé, plus on va vraiment parler directement à l'entité et la commander de partir, et plus elle va être à notre écoute. Donc, vraiment, c'est important d'avoir le tact et la détermination quand on va directement commander l'entité de partir des lieux directement. De faire un bon nettoyage, donc un bon nettoyage énergétique de la maison, mais un bon nettoyage aussi des corps énergétiques de la personne. Donc, on peut faire appel à des intervenants énergétiques, des bons médiums, effectivement, pour nous aider, mais aussi d'avoir le courage de faire le pas, de prendre un bon bain de positivisme, de faire des choses qui nous font du bien pour augmenter notre taux vibratoire. Parce que si on augmente nos énergies, quand je parle d'augmenter nos énergies, c'est de vibrer à un plus beau taux. Ça veut dire dans le pardon, dans l'amour, dans le rire, dans la joie. Si on est là-dedans, notre taux vibratoire augmente et ce n'est pas le taux vibratoire des âmes errantes. Donc, on va créer une incompatibilité. Okay. Ce qui fait qu'à ce moment-là, l'âme errante va quitter parce que ça ne lui correspond pas. Okay. Donc, il faut faire soit appel à un intervenant ou bien faire le pas pour reprendre sa vie en main pour augmenter nos énergies. Il faut être conscient, il faut avoir la connaissance, il faut être bien disposé pour pouvoir établir un beau contact. Mais quand on est dans des belles énergies, les contacts sont absolument extraordinaires. Il faut juste faire attention à la procédure et les outils qu'on utilise, que ce soit la Ouija board, que ce soit le pendule, des cartes ou des rituels de magie blanche. L'important, c'est d'être bien centré, bien préparé. Vous savez, communiquer avec l'au-delà, c'est dangereux, c'est risqué. Je m'en vais vous le montrer. Parce qu'il m'est arrivé une aventure quand j'étais jeune qui m'a bien fait voir à quel point, quand on communique avec les entités, c'est dangereux. Dans ce temps-là, j'étais sur un chantier à Gatineau. C'était le jour de l'an. Baptiste vient me voir et il me dit « Pierre, ça te tente-tu de venir à la Valtrie, aller voir nos blondes? » Moi, j'y réponds « Voyons, la Valtrie, c'est à 400 000 d'ici. C'est pas possible, ça prendrait un mois pour aller là. » Il me répond « T'es fou, on va prendre un canot volant pour aller là. » On a 8 canoteurs, on en a 7 qui sont déjà dans le canot. Tu vas être le 8e. Je sors dehors, il y avait déjà 7 canoteurs. J'embarque dans le canot, je suis le 8e. Baptiste dit à ce moment-là, répétez avec moi, à voix forte. « Satan, roi des enfers, on te promet de te donner nos âmes si tu nous fais voyager à travers les airs dans ton canot, et on garantit qu'on ne prononcera pas le nom de Dieu, puis qu'on ne touchera pas à une croix pendant le voyage. À cette condition-là, tu nous fais voyager, puis revenir ici, demain matin à 6 heures. Acabri, Acabra, Acabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes. Le canot part à toute vitesse. On passe au-dessus des forêts, des rivières gelées, des villages. Ça ne prend pas de temps qu'on arrive à la Valtrie. On débarque près de la maison où étaient nos blondes. On voulait aller les voir puis danser avec elles. Et puis Baptiste nous dit, faites attention, prenez pas un coup, faites juste danser. On rentre dans la maison, commence à danser, on a du fun, on gigue, on fait toutes sortes de belles danses. Mais au bout de 2 heures, il faut repartir, évidemment.
revenir à sa Gatineau. Ça fait qu'on sort dehors. On se rend compte à ce moment-là que Baptiste était complètement sous. Le boyen de Baptiste, il avait bu toute la soirée. C'était dangereux, c'est lui qui dirigeait le canot. On monte dans le canot. À Cabri, à Cabra, à Cabram. Fais-nous voyager par-dessus les montagnes. Le canot part à toute vitesse, mais il allait de travers. Le bon yen de Baptiste était complètement sous. Des fois, il s'endormait. Et puis, des fois, il commençait à jurer. Finalement, on arrive à la Gatineau. Il restait bien qu'un petit quart de mille jusqu'au camp. Et puis là, mon Baptiste, il se lève dans le canot, debout, puis il lâche un blasphème. Le canot arrête de voler, tombe en bas sur le sol. Nous autres, on revole dans un arbre, d'une branche à l'autre. On se retrouve au sol. Bien, je me suis réveillé le lendemain à 8 heures dans un lit, plein d'éraflures. Il n'a rien arrivé. Je n'avais pas été emporté par le diable, puis mes compagnons non plus. Tout ça pour dire, mes amis, que faites bien attention. Il ne faut jamais invoquer l'au-delà, puis surtout pas le diable, c'est le pire. Les planches spirituelles fonctionnent bel et bien, mais doivent être utilisées de façon convenable. Pour cela, il est fortement recommandé de faire appel à des experts avant même d'acheter une planche Ouija, afin de confirmer si vous êtes réellement prêt à les utiliser et si vous êtes bien informé des conséquences. Vous trouverez sur notre site Internet les coordonnées de plusieurs boutiques ésotériques en Montérégie. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis à la semaine prochaine. Au revoir! Qu'est-ce que c'est que ces phénomènes paranormaux? C'est un ensemble d'événements hétéroclites qui n'ont souvent aucun lien entre eux, mais que leur seul dénominateur commun, c'est d'être inexpliqué ou d'inexplicable. Lorsque l'on parle de phénomènes paranormaux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a une sorte de tendance à voir, on a comme un besoin que ces phénomènes-là soient cautionnés par la science. Mais la science n'est pas le seul tamis par lequel l'ensemble des phénomènes qui gèrent notre vie sont passés au crible.